Nous sommes en 1983. Les Philadelphia Sixers jouent les finales de NBA contre les Los Angeles Lakers. Amenés par un étincelant Moses Malone, ceux-ci écraseront les Lakers en remportant 4 matchs de suite, ne laissant aucune chance à la célèbre franchise de Los Angeles. Cependant, au même moment, une autre légende était en train de s'écrire, puisque Moses Malone portait au pied une paire bien particulière, une paire révolutionnaire de chez Nike, la Air Force One. En plus de remporter le titre de NBA avec, il sera élu MVP, meilleur joueur de la finale, donnant à cette paire jusque-là méconnue du grand public une visibilité sans pareille. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de lancer la légende de la sneaker la plus populaire de tous les temps, celle qui allait devenir le classique, toutes marques confondues. Salut à tous, c'est Arthur Berandi et aujourd'hui, je vous dévoile les secrets qui tournent autour de la Air Force One. Commence au début des années 80. À cette époque, Nike était très loin de tout dominer dans le basket. Les marques les plus en vogue étaient Adidas avec sa Superstar, Converse avec sa Pro Laser et sa Weapon, ou Puma avec sa Suede. Certes, Nike avait déjà sorti des paires iconiques dans le running, comme la Cortez ou la Tailwind, qui était la première chaussure de l'histoire de la marque à posséder la technologie Air. Mais dans le basketball, ça manquait cruellement d'innovation pour le moment. Certes, ils ont sorti la Blazer, mais niveau technologie, y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. C'est pour cela que pour concurrencer les 3 mastodontes, ils feront appel à un de leurs designers de génie, Bruce Kilgore. Mais il y avait un petit problème, il n'avait jamais touché au basketball de sa vie. Lui designait plutôt des modèles de running, mais ça tombe bien, puisqu'on lui demandera de prendre la technologie à l'intérieur de la Tailwind, la technologie Air, et de l'implanter dans son nouveau modèle pour le basket. Et même si aujourd'hui ça paraît plutôt banal, c'était révolutionnaire à l'époque de vouloir rendre une paire de chaussures plus confortable. En effet, la plupart des semelles de chaussures de basket étaient faites de caoutchouc et le confort était plutôt mauvais. À l'époque, les joueurs faisaient beaucoup plus attention à leurs chaussettes qu'à leurs chaussures pour obtenir le meilleur confort et la meilleure mouvance possible sur un terrain de basket. Et c'est en voyant ce phénomène que Bruce Kilgore et Nike ont eu l'idée de créer une chaussure plus confort qui permettait aux joueurs d'arrêter de se concentrer sur leurs chaussettes avant les matchs. Et c'est ainsi que le design de la Air Force One débuta. Bon, on connaît tous la Air Force One Triple White d'aujourd'hui, mais vous devez savoir qu'au départ, le modèle Low n'existait pas. Elle ne ressemblait pas du tout à ce que vous imaginez. La paire a d'abord été designée sous sa forme haute avec des couleurs très simples comme du gris ou du blanc. Pour le design pur, Bruce Kilgore a puisé ses inspirations de la Nike Air Approach, une botte de la branche ACG, la branche randonnée de chez Nike, et évidemment de l'avion présidentiel américain qui, comme vous le savez, s'appelle le Air Force One. Cependant, ce qui impressionnait le plus à son époque, ce n'était pas son design, mais bien sa technologie. Tout d'abord, comme déjà dit, la paire bénéficiait de la technologie Air, qui offrait un confort sans aucune concurrence aux joueurs de basket. Mais ce n'était pas tout, puisque ça a été la première paire de chez Nike fabriquée de manière plus moderne, la rendant plus durable, plus souple et surtout plus légère, permettant aux joueurs de se mouvoir plus facilement sur le terrain. Bref, niveau performance, c'était une véritable révolution. Mais ce que vous ne saviez sûrement pas, c'est que parmi les premiers humains à tester la chaussure, il y avait la légende vivante Tinker Hatfield. À l'époque simple architecte chez Nike, il a été tellement impressionné par la performance, le design et la technologie à l'intérieur de la Air Force One qu'il décidera d'abandonner l'architecture pour se consacrer entièrement au design de sneakers pour la marque au swoosh. On peut donc dire que c'est grâce à Bruce Kilgore et à sa chaussure révolutionnaire qu'on a pu avoir des modèles aussi incroyables que les Air Jordan ou les Air Max. Mais bon, malgré tout ça, Nike restait encore un petit dans le domaine des chaussures de basket. Il leur fallait donc une campagne de pub aussi révolutionnaire que leurs chaussures pour pouvoir espérer la vendre. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va la lancer sur le marché. Officiellement lancé en 1982, le modèle au départ avait une campagne de communication vraiment insuffisante avec seulement quelques affiches, loin de ce qu'ils seront capables de faire dans les années à suivre, comme avec par exemple la Air Jordan 1. Cependant, ils vont bénéficier d'un énorme coup de chance grâce à un joueur qui avait été choisi pour porter la Air Force One. Leur campagne de pub incluait en tout 6 joueurs de basketball très en vogue dans la NBA. Michael Cooper, Jamal Wilkes, Bobby Jones, Michael Thompson, Calvin Natt et bien sûr Moses Malone qui sortait clairement du lot. Celui-ci la portera fièrement lors des finales de NBA contre les Los Angeles Lakers et même s'il était bien entouré, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était celui qui prenait le plus la lumière tant il écrasait ses adversaires lors des 4 matchs qu'il disputera. Même si c'est loin d'être impossible, c'est un véritable exploit de gagner 4 matchs de suite lors des finales de NBA. Et évidemment, cet exploit a encore renforcé l'image du personnage, mais aussi l'image de la chaussure qu'il portait à ce moment-là. Après la remise du titre, toute la ville de Philadelphie voulait porter des Air Force One. Ils voulaient rendre hommage au MVP de la finale, Moses Malone, mais aussi à leur équipe. Bref, Nike venait de réaliser un coup de maître en faisant porter cette chaussure à ce joueur. C'était un véritable coup de chance qui allait faire exploser les ventes de la Air Force One et plus rien ne pourrait l'arrêter. Rien à part Nike eux-mêmes, qui ont décidé de la retirer du marché seulement 1 an après le titre des Sixers.
La victoire de Moses Malone venait donc de tout changer dans le monde des sneakers, puisque la Air Force One était rentrée dans l'imaginaire collectif à Philadelphie, la ville des Sixers, et tout le monde voulait maintenant sa paire de Air Force One. Cependant, la Air Force One n'existait plus en 1984. Il était impossible d'en trouver en magasin, car Nike l'avait abandonnée pour laisser place à la Air Force 2, qui donnera aussi naissance à la 3, la 4 et la 5, qui seront tout autant des flops que la 2. Mais pourquoi Nike avait-elle abandonné une paire en plein essor? Eh bien parce qu'à l'époque, la donne n'était pas la même. La mode des rétros n'existait pas, et les paires duraient en général 1 ou 2 ans maximum pour laisser place à toujours plus d'innovation et de technologie année après année. Cependant, les gens s'en fichaient de ces nouveaux modèles et voulaient de la Air Force One. Et d'ailleurs, ceux-ci l'ont fait savoir à 3 retailers de Baltimore. Ces 3 retailers, on les appelait les Free Amigos: Charlie Rudo Sports, Cinderella Shoes et enfin Downtown Locker Room. Faisant face à une énorme demande, ils demanderont à Nike de leur livrer des Air Force One. Nike accepte, cependant, ils demanderont aux retailers de faire leurs preuves en leur imposant 1200 paires minimum par coloris. Ils leur donneront une paire bleue et blanche et une autre blanche et marron. Toutes les deux en high évidemment, puisque la low n'était pas encore d'actualité. Et évidemment, ce qu'ils devaient se produire se produisit. Ils vendront leurs paires en un rien de temps. Nike comprend l'engouement autour de la Air Force One et décide d'en faire une exclusivité pour ces 3 shops en leur donnant un nouveau coloris exclusif tous les mois, créant ainsi la première chasse aux sneakers de l'histoire, bien avant le phénomène des SB Dunk au début des années 2000. Le problème, c'est que contrairement aux années 2000, il n'y avait pas encore internet et les forums. Tout se faisait par le bouche à oreille et les gens se déplaçaient à travers tout le pays pour mettre la main sur l'une de ces Air Force One exclusives. Il y avait des queues énormes devant chaque magasin. Tout le monde venait à Baltimore exprès pour ça. Et alors que Nike pensait à la fin des années 80 que la paire était en fin de vie, ils se sont rendus compte que la demande était toujours aussi grande, ce qui les forcera à les distribuer dans plein de nouveaux retailers à Philadelphie, Washington DC, mais aussi à New York. Bref, la Air Force One était lancée et n'était pas près de s'arrêter en si bon chemin. Cependant, son image de paire de héros va se détériorer légèrement à cause d'un phénomène de la côte est des États-Unis. Mais ça va plutôt lui rendre service qu'autre chose. Quelques années après sa ressortie en 1986, la côte est des États-Unis a connu une période assez sombre qu'on appelle l'épidémie du crack. De nombreux quartiers étaient envahis par les dealers et c'était eux qui faisaient la loi. Cependant, même si peu de personnes sont prêtes à l'avouer, ils ont inspiré de nombreux jeunes des quartiers populaires avec leurs habits stylés, leurs belles voitures neuves, mais surtout leur Air Force One. Tout comme la Cortez était la paire des gangs de rue, la Air Force One blanche est devenue la paire exclusive des dealers. La sneaker est devenue en un rien de temps la paire fraîche et clean qui montrait qu'on avait de l'argent dans le ghetto, ce qui faisait rêver les jeunes et les pousser à s'en acheter pour flex avec. Après, ce n'était pas encore un énorme succès. Il a fallu attendre la mid en 1994, les collabs City Pack avec Foot Locker et les Air Force One en canvas à la fin des années 90 pour que l'engouement se fasse vraiment sentir aux États-Unis, mais aussi à l'international. Mais dès lors que la culture hip-hop l'a récupéré auprès des dealers au début des années 2000, c'était la fin du game et la superstar qui jusque-là arrivait encore à lui faire de l'ombre va se voir totalement dépassée par le phénomène. Des rappeurs comme Jay-Z, Cameron, Ludacris et Exhibit mentionneront et porteront la Air Force One. Cependant, celui qui lui rendra le plus grand hommage sera évidemment Nelly, avec son titre tout simplement appelé Air Force One. Dedans, il disait qu'il adorait acheter plusieurs paires à la fois pour toujours en garder une pratiquement neuve et surtout propre. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, il y avait un autre phénomène qui entourait la Air Force One blanche, celui d'avoir une paire clean et surtout pas pliée pour un style parfait. C'était un étendard de rue et certains voulaient tellement les garder clean qu'on les voyait sortir des magasins avec 4 ou 5 paires au cas où l'une d'entre elles commencerait à être usée. Pour sortir un peu des États-Unis, la paire s'est également grandement imposée à Londres dans la culture underground. Grâce à des mouvements musicaux comme le grime, les Londoniens achèteront des Air Force One blanches ou noires en masse, en les laçant d'une manière très spéciale, en croix du bas vers le haut. Et pour rendre hommage à l'engouement londonien, Nike leur offrira une version signature en 2003, inspirée du carnaval de Notting Hill. Et c'est au même moment que le rappeur Dizzy Rascal, figure emblématique du grime, sortira son titre Fix Up Look Sharp en hommage à la paire. En ce qui concerne la France, anecdote intéressante, Booba aura le droit à sa Air Force One, qui vaut d'ailleurs maintenant un paquet d'argent. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qui fait que cette paire est toujours la plus vendue et la plus connue aujourd'hui ? Malgré toutes les histoires incroyables qui l'entourent, on peut quand même se demander pourquoi c'est cette paire et pas une autre qui a séduit tout le monde. Tout d'abord, sa simplicité et le fait qu'on peut la porter avec tout. Et ensuite, le fait qu'elle soit customisable à l'infini. La Air Force One, c'est la paire de base pour faire des customs aujourd'hui. N'importe quel artiste qui veut s'y essayer commence avec une Air Force One blanche parce que c'est la toile de peinture parfaite, que ce soit pour la couleur, mais aussi pour les matériaux qui sont interchangeables à l'infini. Et ce, très facilement grâce à ses coutures. La paire est tellement customisable qu'on dénombre plus de 2000 coloris officiels pour la Air Force One. Rendez-vous compte, on ne parle
pas de 2000 custom, mais de 2000 coloris officiels, tellement on peut tout faire avec cette paire. Et c'est grâce à cet aspect que des artistes comme Virgil Abloh ont pu nous sortir les Air Force One Off-White ou les Air Force One Off-White Louis Vuitton. Une véritable porte d'entrée dans le monde du luxe pour une paire qui au départ est une paire de dealers, rappelons-le. C'est aussi la paire qui a inspiré les bootlegs les plus célèbres comme la Harry Mantle ou les Bae Pesta. La Air Force One, c'est une paire qu'on voit naturellement au pied des gens dans la rue. Et on ne se pose jamais de question de pourquoi quelqu'un la porte. Ça nous paraît normal. Cependant, il est rare d'en voir en bon état, contrairement à avant. Et surtout, la paire est beaucoup moins commune qu'on l'imagine, parce que la pénurie touche toujours Nike, quelle que soit la période pour cette paire. Pour finir, la Air Force One, c'est une paire qui s'est faite toute seule. Les rappeurs ont toujours parlé de la Air Force One bénévolement, parce qu'à la manière des skaters avec la Dunk, la scène hip-hop a fait de la Air Force One leur emblème. Et c'est cette popularité naturelle qui la rend indémodable et toujours d'actualité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Je remercie notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires qui sont dans le décor. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Sneakernet.